Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Aujourd'hui nous allons parler de Valérian, agent spatio-temporel. Générique. Valérian, agent spatio-temporel est une série de science-fiction qui a été créée par Jean-Claude Mézières au dessin et Pierre Christin au scénario. Il va raconter l'histoire d'un agent spatio-temporel au XXVIIIe siècle. Donc la situation est la suivante, nous sommes à Galaxity, qui est une sorte de mégapole terrienne. Quasiment plus personne ne travaille dans cette société avancée, si ce n'est les agents spatio-temporels et les technocrates qui dirigent l'ensemble de la planète et un empire galactique terrien. La première aventure de Valérian va être publiée en 1967 dans le journal Pilote, organe de diffusion de Dargaud, mais ne sera publiée en album qu'en 1983 dans ce hors-série Mézières et Christin avec. Et cette aventure s'appelle Les Mauvais Rêves. Alors pourquoi cet album a-t-il été édité plus tard? Ce n'est pas un problème d'histoire, l'histoire est plutôt bonne, mais pour une bande dessinée qui se voulait science-fiction, elle est très orientée heroic fantasy, d'une part, et je trouve aussi qu'elle s'adresse très certainement à un public un peu plus jeune, ce qui n'était pas forcément l'objectif recherché par Dargaud. Donc on voit ici Valérian qui part dans un des vaisseaux spatio-temporels et qui se retrouve dans une base donnant accès à la Terre. Alors ce système de base va être abandonné par la suite parce que ils se sont rendus compte que pour voyager dans l'espace et dans le temps, on ne peut pas avoir des bases un petit peu partout sur la Terre et dans le monde et dans l'univers. Ça n'est pas très cohérent. Mais pour l'instant, ça se passe comme ça. Et donc nous allons retrouver notre Valérian, vous voyez, en chevalier, qui part à la poursuite de Xombul, qui va se retrouver dans une forêt et emprisonné dans une feuille. Et c'est là qu'apparaît l'Euroline pour la première fois, qui va l'aider à sortir de ce piège. L'aventure va se poursuivre, je vais avancer un petit peu. À un moment, donc, il retrouve Xombul, qui a réussi à voler des incantations alchimiques qui lui permettent de transformer les pauvres personnes en monstres. On en voit une ici. Il va tenter de transformer l'Aureline, mais comme c'est un esprit pur, elle va se transformer en licorne. Vous voyez pourquoi je vous disais que c'était peut-être aussi axé un peu plus sur les plus jeunes, et ce côté quand même fantasy assez fort. En tout cas, l'Aureline, transformée en licorne, a la faculté de lire dans les esprits, et se rendra compte que donc Valérian vient du futur, et va lui demander à la fin de l'emmener avec elle, ce qui sera fait. Voilà, je vous en montre pas plus sur cet épisode. Il a quand même le mérite d'amener un nouveau personnage, Laureline, qui va avoir bien entendu toute sa place dans la saga. On peut le considérer un peu comme un brouillon du deuxième et troisième épisode qui fusionneront pour donner le premier album. Et donc le premier album qui va sortir, c'est La Cité des Eaux Mouvantes. Et cet album, c'est la réunion de deux aventures qui étaient parues dans Pilote, la première partie et la deuxième partie. Voilà. Et donc, ils vont réunir ces deux histoires en enlevant quelques planches d'un côté, en redessinant quelques planches de l'autre, ce qui va donner La Cité des Eaux Mouvantes. Premier album, très important. Reprenons l'histoire. Dans cette aventure, Xombul, donc le superintendant des rêves, s'est échappé. Et il s'est échappé en 1986. Ça pose un problème d'importance parce que c'est la date à laquelle l'apocalypse sur Terre a eu lieu. En effet, une forte explosion atomique a eu lieu près du pôle Nord, faisant fondre très rapidement toutes les glaces et aboutissant à la destruction d'une bonne partie de la planète, en tout cas de tous les systèmes qui la composaient. Donc a suivi ensuite une période dite période noire, jusqu'au XXIVe siècle.
Et donc cette période noire est totalement inconnue et interdite aux voyages spatio-temporels. Il n'y a qu'après, à partir du XXIe siècle, où sera inventé le voyage dans le temps, jusqu'au XXVIIIe, où ce sera l'apogée de Galaxity et le début de notre aventure. Malgré l'interdiction, le superintendant du service spatio-temporel va décider d'envoyer Valérian dans un premier temps, puis Laureline ensuite, en 1986, à New York. New York qui est dévastée par l'inondation et qui est remplie de personnages malfaisants qui sont en train de piller la ville. Malgré tout, Valérian va s'associer avec le chef de ces pilleurs, Sunray, pour arriver à ses fins et retrouver Xambul. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais c'est un album important. Dans la saga, il va y avoir des albums avec des histoires très sympas, mais qui n'auront pas d'incidence sur la trame, et certains qui auront des incidences sur la trame. C'est ce qu'on va voir. Dans le deuxième album, l'Empire des 1000 planètes, Valérian et Laureline sont envoyés vers une nouvelle galaxie dernièrement découverte. Pour le coup, ils ont un nouvel astronef, ce qui est quand même plus intéressant que les fameux relais qu'il y avait dans le premier album. Et donc ils vont aller incognito sur cette planète. Il y a un énorme marché. En se promenant dans ce marché, ils vont très vite être découverts par ce qu'ils appellent sur place les connaisseurs, par un connaisseur en particulier, sorte de personne avec un grand home et qui semble avoir des connaissances assez poussées. Ils vont donc être poursuivis très rapidement. Et pour résoudre ce mystère, ils vont devoir s'allier avec le chef de la guilde des marchands, qui leur apprendra d'ailleurs que ces connaisseurs ne sont pas là depuis très longtemps, mais sont présents à tous les postes clés du gouvernement, et que l'empereur lui-même, on ne le voit plus. Donc il y a tout un mystère derrière ça. Bon, je ne vais pas vous en raconter plus, hein. C'est une très très bonne histoire, une très bonne aventure, avec une fin assez spéciale, il faut bien le dire. Le Pays sans étoiles, c'est donc le troisième album, où Valérian et Laureline vont être envoyés auprès de 4 planètes nouvellement colonisées, sauf qu'une des planètes a repéré qu'un astéroïde allait bientôt venir les percuter, et donc les détruire. Donc Valérian et Laureline vont partir vers cet astéroïde, qui n'en est pas un, qui est en fait une planète creuse. À l'intérieur de cette planète, donc, il y a un soleil central, hein, le noyau, pourrait-on dire, de la planète, qui sert de soleil. La première personne qu'ils vont rencontrer, c'est des nomades qui passent leur temps à extraire une substance explosive du sol, et ils en vivent puisqu'ils le revendent à 2 autres villes qui se font la guerre depuis toujours. Alors dans chaque ville, il y a une classe dirigeante. D'un côté, vous avez une ville avec des femmes qui dirigent et les hommes qui obéissent, et dans l'autre, c'est le contraire. C'est les hommes qui dirigent et les femmes qui obéissent. Et ces deux cités se font la guerre de manière incessante. C'est d'ailleurs cette guerre et ces explosions qui ont déstabilisé son orbite initiale et qui l'ont précipité en direction des colonies que Valérian et Laureline doivent protéger. On aborde quand même des sujets, alors on pourrait voir le côté guerre des sexes, mais au-delà de ça, c'est plutôt la guerre des classes, parce que vous avez toujours la classe dirigeante, que ce soit des hommes ou des femmes, qui est très nettement appuyée. C'est vraiment un album très sympa, on apprend beaucoup de choses. Bienvenue sur Alpha LOL. Eh bien, cette histoire débute sur une planète qui s'appelle Technorog et qui est exploitée par les Terriens. Il se trouve que cette planète possède énormément de substances intéressantes, des métaux, de l'énergie, etc., etc. Lorsque les Terriens sont arrivés sur cette planète, il n'y avait aucun habitant, des traces d'une ancienne civilisation, mais remontant à plusieurs milliers d'années. C'est donc sans problème qu'ils ont exploité cette planète. Valérian et Laureline sont sur cette planète, elles étaient venues en inspection, et au moment de repartir, elles se trouvent nez à nez avec un vaisseau en difficulté. Il se trouve que ce vaisseau contient les habitants originels de la planète. Il se trouve que ces habitants ont une durée de vie extrêmement longue et que pour eux, c'était juste un petit voyage intersidéral avant de revenir à la maison, sur leur planète, qui s'appelle Alpha LOL. Et là, on aborde un sujet qui est encore aujourd'hui d'actualité. Est-ce que la Terre appartient aux premiers qui étaient là, ou à ceux qui l'exploitent après? Donc c'est un bouquin très intéressant. Les oiseaux du maître, ça fait penser un petit peu à un film d'horreur, mais c'est presque ça. Dans cet album, Valérian et Laureline vont se cracher sur une planète. Ils vont vite se rendre compte que la population locale est complètement soumise à celui qu'on appelle le maître. Donc tout le monde travaille pour le maître, en tout cas pour le nourrir. Pour asseoir son pouvoir, ce fameux maître utilise des oiseaux, des nuées d'oiseaux,
qui, si vous n'obéissez pas, viennent vous mordre et vous devenez petit à petit complètement fou. Bien évidemment, nos héros ne vont pas se laisser faire et vont tout faire pour découvrir qui est ce maître. C'est une aventure très intéressante, très sympathique à lire. L'Ambassadeur des Ombres. Alors voilà un album très important. Alors déjà, le lieu où il va se situer s'appelle Point Central. Point Central, c'est une sorte de construction anarchique dans l'espace où toutes les espèces connues de l'univers se sont réunies. Il est géré par des ambassadeurs. Et chaque année, il y a une rotation d'ambassadeurs qui prend une sorte de présidence pour gérer ce point central. Vu la multitude de cultures et la grandeur de la chose, c'est totalement ingérable. Et cet épisode, donc, c'est celui où Valérian et Laureline sont en train d'accompagner l'ambassadeur de la Terre sur Point Central. Et c'est celui-ci qui doit prendre le relais et prendre la présidence. Sauf que la Terre a décidé un petit peu de mettre un terme au flottement qui agit sur Point Central et éventuellement d'utiliser la force pour le faire. Ce qui n'est pas du tout du goût de Valérian et Laureline, mais ils sont là juste en tant que garde du corps, donc ils obéissent. Mais ça ne va pas être du goût non plus d'autres personnes sur Point Central. Et d'ailleurs, dès son arrivée, cet ambassadeur va être kidnappé. Et donc, dans ce bouquin, on va retrouver nos deux héros essayant de retrouver l'ambassadeur. Il y a aussi l'apparition de nouveaux personnages, les Chingouzes, qu'on retrouvera par la suite. Ils ont un style un peu particulier avec des trompes, des ailes. Ils vivent en fait du renseignement. Donc ils en donnent, ils en acquièrent et s'enrichissent comme ça. Que ce soit Point Central ou que ce soit les Chingouzes, on va les retrouver extrêmement souvent. Sur les terres truquées, alors c'est un album un petit peu à part. Galaxity a remarqué que des terres étaient créées par une entité et sur ces terres, il y avait des représentations historiques terrestres du 19e ou du début du 20e siècle. Et on décide d'envoyer donc Valérian, Laureline et une historienne sur les traces de cette entité. Bon, c'est un album, comme je vous l'ai dit, qui est un petit peu à part, qui n'est pas désagréable à lire, mais qui ne va pas apporter grand-chose ni dans la trame, ni pour le reste. Les héros de l'équinoxe. Dans cet album, il y a une planète qui s'appelle Simlan, où les habitants n'ont pas d'enfants. En fait, la procréation se fait sur une seule fois, avec une sorte de super maman, pourrait-on dire. Et pour cela, donc, le conseil de Simlan désigne des héros qui doivent participer à des épreuves. Et donc, le gagnant aura la possibilité de féconder super maman, cette super mère, pour renouveler la population de la planète. Et donc, c'est un honneur d'être choisi dans cette aventure. 4 héros sont choisis, dont Valérian. Ça en fait un bon sujet de dispute avec Laureline, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais Valérian obéit aux ordres. En plus, il oppose différents styles dans les héros. On va en avoir un plutôt autoritaire et martial, un autre qui va se rapprocher plutôt d'un modèle communiste, un autre plutôt écologiste, et Valérian qui est plutôt assez neutre dans ce style de choix. Voilà. Et donc ça en fait un album très sympathique à lire. On en arrive à 2 albums importants. Alors je vous montre dans l'ordre. Métro Châtelet direction Cassiopée et Brooklyn Station Terminus Cosmos. Ils sont importants parce que dans la trame historique de la Terre, il va commencer à y avoir des choses qui sortent de l'ordinaire. En tout cas, les services spatiaux temporels n'avaient pas vu venir. Donc dans ces albums, que va-t-il se passer? Valérian va être envoyé sur Terre, où il va donc être aidé par le monsieur Albert, qui est un nouveau personnage, mais qu'on rencontrera très souvent par la suite, qui est une sorte d'informateur qui a un énorme réseau d'informations à travers le monde. Et il est envoyé sur Terre parce qu'il s'y passe des phénomènes assez incroyables. Et à chaque fois, il y a des personnages de très grandes entreprises qui sont présents, comme s'ils venaient à une démonstration. Valérian mène l'enquête sur Terre et Laureline la mène dans l'espace. Et cette enquête va donc les mener de Paris à New York. Et donc, bien évidemment, on a compris que c'était des extraterrestres qui essayaient de vendre de la haute technologie à des terrestres. Mais en toile de fond, on pense aussi qu'il y aurait peut-être une planète responsable, la planète Ipsis. Et ça, on verra par la suite que c'est une indication importante. Cette histoire en 2 albums est vraiment superbe. C'est vraiment génial. Les 2 albums suivants sont aussi très très importants dans la trame. Nous avons Les Spectres d'Inverloch et nous avons Les Foudres d'Ipsis. Je suis un peu désolé, mais je vais devoir vous spoiler sur ces 2 albums. C'est pas
ce que je fais habituellement, mais c'est indispensable pour comprendre la suite de l'aventure. Dans les spectres d'Inverloch, Laureline est envoyée sur Terre, dans le château d'Inverloch, qui est tenu par Lady Charlotte et son mari, qui est un très haut fonctionnaire du renseignement anglais, pendant que Valérian est envoyé dans l'espace pour aller capturer un Glappumpsien, je prononce peut-être pas bien, un Glappumpsien, dont la spécialité est de pouvoir déterminer les trajectoires. Les Chingouzes payés aussi par Galaxity vont venir, ainsi que Monsieur Albert. Et donc tout ce beau petit monde se retrouve un soir au château d'Inverloch, et la maîtresse de maison, donc Lady Charlotte, leur dit que le fantôme du château va venir. Et c'est le superintendant du service spatio-temporel lui-même qui arrive, donc pas en tant que fantôme, et qui apprend à toutes ces personnes qu'il y a un gros problème, Galaxity est en train de disparaître. Et donc cet album est le prélude au second, Les Foudres d'Ipsis, où tout ce petit monde va s'embarquer dans un navire de la Royal Navy pour aller patrouiller dans les mers de l'Arctique. Et très rapidement, leur regard va se poser sur un voilier. Ils vont essayer de l'approcher, mais quand ils vont l'approcher, ce voilier va s'envoler et partir dans l'espace, en coulant par là même le navire de la Royal Navy. Donc très rapidement, ils vont prendre la décision de le poursuivre avec leur astronef, et ils vont se retrouver sur Ipsis, cette fameuse planète. C'est une planète qui a comme faculté de pouvoir voyager, a priori, à travers l'espace. Alors sur cette planète, il y a des tours. Ils se rendent vite compte que chaque tour, en fait, contrôle un point de la galaxie. Et donc, après enquête, ils apprennent quelle est la tour qui contrôle le système solaire terrien, et ils y vont. Et là, ils font une découverte majeure en haut de cette tour qui est assez miteuse, il faut bien le dire. Il y a 3 personnages qui sont respectivement le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc une représentation divine de la religion chrétienne, on va dire. Mais c'est donc faux dieux, puisque c'est des extraterrestres, ont la propriété, du moins le disent-ils, ont la propriété de ce système depuis toujours. Et devant les plaintes des autres tours d'Ipsis, notamment à cause du voyage spatio-temporel et l'ingérence de la Terre dans tous les secteurs de l'univers, ont demandé à ce personnage propriétaire de la Terre, mais de faire quelque chose pour le détruire. Et donc ces trois-là, enfin principalement le Père et le Saint-Esprit, le Fils est un peu babacool, qui ont eu donc l'idée de faire cet apocalypse. Et donc il va y avoir un accord passé pour que cet apocalypse n'arrive pas par les représentants terriens. La contrepartie, les habitants de Galaxity et Galaxity lui-même n'existent plus réellement, ils sont perdus dans les limbes du temps. Je pensais à ce moment-là que l'histoire était terminée, mais non. Valérian et Laureline sont restés sur Terre, ils ont réussi à conserver leur vaisseau spatial grâce aux Chingouzes, mais ils restent sur Terre, Galaxity a disparu, et a priori tous les habitants de Galaxity aussi. J'ai donc été très surpris quand une suite a été annoncée, qui s'appelle Sur les frontières. Eh bien, ça raconte l'histoire d'un agent spatio-temporel qui était en mission dans un système où le temps n'est pas forcément le même que dans le reste de l'espace. Et donc c'est un habitant de Galaxity qui n'a pas disparu avec les événements qu'on a connus dans les 2 albums précédents. Bien entendu, il va se rendre compte que Galaxity a disparu et il va tout faire pour rejoindre la Terre, parfois en commettant des actes que lui-même réprouve, mais nécessité fait loi, comme on dit. Il va finir par arriver sur Terre, où il va commencer à financer et à aider le terrorisme international. Son but, essayer de reproduire l'explosion nucléaire qui n'a pas eu lieu afin de retrouver Galaxity. C'est vraiment un très bon album qui renouvelle un petit peu la série qu'on croyait terminée. Dans Les Armes Vivants, Valérian et Laureline se rendent compte que leur astronef a de plus en plus de problèmes, ce qui est normal puisque Galaxity n'existant plus, il n'y a plus d'entretien. Et donc, suite à une avarie, ils vont se retrouver sur une planète où les autochtones se livrent à une guerre incessante. Alors ces autochtones, ils ressemblent à un croisement entre des centaures et des bœufs. Ces 2 factions se font la guerre depuis toujours. Et l'une d'elles, en tout cas le chef de l'une d'elles, a l'intention de faire arrêter la guerre en écrasant totalement l'autre. C'est pour ça qu'il a fait appel non seulement à une troupe de théâtre dont les acteurs ont des facultés particulières, mais aussi à Valérian qui lui ramène un être qui s'appelle un Schnirfer, dont on entendra parler par la suite.
c'est une arme vivante, c'est un être qui crache une sorte d'acide, quelque chose de très toxique. Alors je ne vous raconte pas la suite de l'histoire, c'est à la fois assez amusant et un peu déjanté. Les cercles du pouvoir. Dans ce très très bon album, on retrouve donc Valérian et Laureline sur Rubanis, chez le garagiste, pour essayer d'évaluer les dégâts de leur vaisseau spatial, sauf que de toute façon ils n'ont pas d'argent. Les Chingous sont présents sur la planète Rubanis et ils leur proposent de rencontrer le colonel Tiloc. Alors le colonel Tiloc, on l'a déjà vu dans d'autres épisodes, mais je ne vous en ai pas parlé pour pas tout vous dévoiler. C'est le chef de la police de Rubanis. Et donc, ils vont avoir rendez-vous avec ce colonel Tiloc. Arrivé sur place, le colonel Tiloc va faire un petit peu un état des lieux de la planète, qui se divise en plusieurs cercles. Sur cette planète, il y a donc un premier cercle qui correspond à l'industrie, un deuxième qui correspond aux affaires, un troisième qui correspond à tout ce qui est commerce et art, un quatrième qui est le cercle, on va dire, de la haute administration et de la religion, et puis le dernier, celui du pouvoir. Logiquement, il est censé recevoir des ordres du dernier cercle par un appareil, mais il ne veut plus l'utiliser parce que, a priori, ça rend complètement dingue. Et donc, il propose à Valérian et Laureline de les embaucher pour déterminer ce qui ne colle pas, ce qui ne va plus. Donc, ils vont accepter la mission. C'est un très bon album où on voit les luttes de pouvoir avec une fin assez intéressante et on reparlera de Rubanis dans la suite. À noter qu'avec toutes les transactions qui se sont passées dans cet album, où bien sûr la corruption fait rage, Valérian et Laureline, qui étaient complètement fauchés au début de l'album, vont finir avec une petite fortune. Otage de l'Ultraloom, eh bien Valérian et Laureline, comme je vous ai dit précédemment, ont récolté une petite fortune et sont donc partis bien se faire de petites vacances dans un coin de paradis, là où on trouve beaucoup de gens aisés, parmi lesquels un calife, le calife d'Ixaladam, et son fils. Très rapidement, son fils est enlevé par un groupe qui se fait appeler le Quatuor Mortis. Voilà, je vous en raconte pas beaucoup plus parce que c'est très intéressant, qu'il faut le lire. Mais à la fin de l'album, Valérian et Laureline se retrouvent quand même avec cet enfant sur les bras. Et donc logiquement, la suite s'appelle L'Orphelin des Astres. Ils ont toujours avec eux le Califon, ce garçon fils du calife d'Ixlamabad, et ils sont poursuivis par le Quatuor Mortis, qui veulent absolument récupérer l'enfant pour toucher la prime promise par son père. Ils vont s'échapper et ils vont tomber dans un endroit de la galaxie qui ressemble un petit peu à la Californie sur Terre, c'est-à-dire un endroit où on tourne beaucoup de films. C'est un album très amusant qui se moque un petit peu de l'industrie cinématographique. Eh bien, on arrive sur le dernier arc de la saga et on commence par cet album, par des temps incertains. Nous allons avoir la trinité d'Ipsis, vous savez, ces faux dieux, qui se rendent compte que sur Terre, les scientifiques vont bientôt arriver à concevoir le concept d'immortalité, ce qui ne lui plaît pas du tout. Et donc, ils décident d'intervenir directement. Dans le même temps, on a un habitant qui vit dans les profondeurs de Point Central et qui est un ancien dieu, entre guillemets, d'Ipsis, qui a été chassé et qui s'appelle Sat, comprenez Satan, et qui lui-même décide de se rendre sur Terre. Nous avons aussi Valérian et Laureline, ainsi que Monsieur Albert, prévenus par les Chingous. Il y a probablement sur Terre une possibilité de modification de la temporalité. Et donc tout ce petit monde va se retrouver à la fin, c'est un album qui est un peu fouillis, mais tout le monde va se retrouver à la fin les uns contre les autres. Et pour pas que ça se termine en catastrophe, il va y avoir un deal. La Terre va donc renoncer à ses recherches sur l'immortalité. Satan deviendra le propriétaire de l'entreprise en question. Et Valérian et Laureline vont avoir des réponses à leurs questions concernant Galaxity, notamment de savoir où il se trouve. Et c'est ce qui va nous amener au deuxième album. Et donc, ayant eu des renseignements importants, Valérian et Laureline sont partis au bord du grand rien, c'est-à-dire là où l'univers se termine, puisqu'ils ont appris que Galaxity était quelque part dans le néant du grand rien, de la non-existence quelque part. Et donc il y a une expédition qui va se monter dans un vaisseau cargo pour aller vers ce grand rien, pour aller l'explorer. Dans l'ordre des pierres, Valérian et Laureline
ils sont donc dans le vaisseau cargo qui se dirige dans le Grand Rien, hein, cette fameuse expédition dont on a vu les préparatifs dans l'album précédent. Ils vont être bientôt rejoints par plusieurs personnages qu'ils ont connus auparavant. Et en fin d'album, on va rencontrer les Woloks, des espèces de grandes pierres dont on ne sait pas si ce sont des machines ou des êtres, mais qui ont pour mission, en sortant du Grand Rien, d'aller détruire l'univers. Et on retrouve donc le dernier tome, l'Ouvre-Temps. Comme je le disais précédemment, les Woloks sont en train d'attaquer tout l'univers. Et donc, on va retrouver tous les personnages rencontrés dans les aventures de Valérian et Laureline qui vont devoir s'unir pour réussir à faire une cérémonie, la cérémonie de l'Ouvre-Temps, l'Ouvre-Temps qui est un artefact et qui va permettre de vaincre les Woloks une bonne fois pour toutes, mais aussi de ramener Galaxity. Et donc Galaxity va reprendre sa place dans le temps. Et si nos deux héros peuvent reprendre leur place en tant qu'agents spatio-temporels, ils ne vont pas le faire. Il y a une fin, peut-être surprenante, peut-être pas tant que ça, qui apporte tout le charme qu'on connaît à cette série. Voilà, et bien écoutez, cette saga sur Valérian, agent spatio-temporel et Laureline est maintenant terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce. Ça nous fait toujours plaisir et il paraît que ça fait plaisir aussi à l'algorithme de YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Dans les prochaines vidéos, je vais faire quelques formats plus courts. Alors, pas des shorts parce que je trouve ça trop court, hein, mais des formats courts pour présenter peut-être des one-shots ou des petites séries. Voilà, c'est dans ce qui viendra par la suite. Je vous dis à bientôt et au revoir.